Madame, monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal. Voici les titres qui dominent l'actualité de ce mardi. Arrestation aux États-Unis de l'homme d'affaires Dimitri Vorb pour des motifs qui n'ont pas encore été élucidés. Le vice-président de la compagnie d'électricité Sogénère est poursuivi en Haïti dans plusieurs dossiers, notamment pour des accusations de fraude et de blanchiment d'argent. Il avait déjà été appréhendé aux États-Unis en 2020. Le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr, a rencontré le secrétaire général de l'OEA, Albert Hamdine. Ils ont fait le point sur la feuille de route de l'organisation hémisphérique pour Haïti et sur sa mise en œuvre, affirmant qu'une solution à la grave crise sécuritaire devait constituer la priorité absolue. Également au titre de ce mardi, alors que la situation sécuritaire demeure fragile en Haïti, des acteurs politiques voient dans la participation du président Laurent Saint-Cyr à la 80e Assemblée générale de l'ONU une occasion de plaider en faveur du déploiement d'une nouvelle force de sécurité capable de contribuer à la pacification du pays à court terme. Toutefois, nombreux sont ceux qui estiment que la résolution durable de la crise haïtienne devra passer par une solution nationale. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Pour démarrer ce journal, le secrétaire général de l'Organisation des États américains a rencontré lundi aux États-Unis Laurent Saint-Cyr, coordonnateur du Conseil présidentiel de transition. Ils ont discuté sur l'avancement de la feuille de route pour Haïti et le lancement de sa mise en œuvre. La sécurité doit demeurer la priorité absolue, ont-ils réaffirmé, tout en espérant une issue positive aux négociations en cours au Conseil de sécurité des Nations Unies sur le dossier d'Haïti. La situation sécuritaire fragile en Haïti continue d'être au centre des discussions à l'international. Le lundi 22 septembre 2025, le Kenya, les États-Unis et les autorités haïtiennes ont uni leurs voix pour plaider en faveur de la création d'une force internationale plus robuste, capable de briser l'emprise des gangs sur le pays. Malgré la présence de la mission multinationale, les gangs contrôlent toujours 85% de Port-au-Prince et continuent de semer la violence dans d'autres régions, notamment dans l'Artibonite et le Plateau central, où la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader. Face à cette réalité, des acteurs politiques continuent de souligner la nécessité d'un ajustement de la mission actuellement déployée en Haïti. Avec nous sur le plateau, l'ancien député Jerry Tardieu pour commenter la situation sécuritaire du pays. Il a aussi parlé de son intervention à l'Assemblée nationale du Québec où il a dressé un tableau de la situation en Haïti. Monsieur Tardieu, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Le débat général de la 80e session de l'Assemblée des Nations Unies a débuté ce mardi 23 septembre. Le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, M. Laurent Saint-Cyr, et son équipe sont à New York pour y prendre part. Et parmi les points fondamentaux soulevés, la transformation de la mission multinationale en une force de répression des gangs. Monsieur Tardieu, lors de votre intervention à l'Assemblée nationale du Québec, nous allons parler plus longuement au cours de cette interview. Vous avez évoqué la situation sécuritaire et aussi souligné le fait que la mission kenyane est échouée et que la situation s'est empirée. Aujourd'hui, comment est-ce que vous accueillez cette éventuelle, on dit bien éventuelle, transformation de la mission kenyane en une force de répression des gangs? Alors, vous faites référence certainement à la 40e session de l'Assemblée régionale Amérique, de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, justement, qui m'avait invité donc, au Québec la semaine passée. Et dans mon intervention, puisque j'étais invité à parler d'Haïti, j'ai brossé un tableau de ce qui se passe en Haïti. Un pays qui est en proie à une crise multiple. J'ai parlé de la crise politique, de la crise humanitaire, de la crise économique, de la crise sécuritaire. Et bien entendu, nous avons aussi esquissé les possibilités de scénarios de sortie de crise. Et en fait, nous avons aussi parlé, j'ai parlé de ce qui se passe aujourd'hui aux Nations Unies. Et il y a une initiative américaine avec la proposition
de la création d'une force de suppression des gangs pour remplacer la mission multinationale de sécurité contrôlée par les Kenyans, initiative des États-Unis parrainée par le Panama. Maintenant, en essence, ce que j'ai fait comprendre, c'est que, quel que soit le nom qu'on donne à la force qui va accompagner les forces de défense haïtiennes, la police nationale et l'armée d'Haïti, pour autant qu'en bout de ligne, il y ait des résultats concrets, et je vais supporter toute initiative qui peut aider à rétablir la paix, la sécurité, la sérénité en Haïti. Et nous avons appris, malheureusement ce matin, qu'il n'y aura pas de vote lors de cette assemblée. Et nous espérons que le plus tôt que possible, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, ils puissent décider, mais de façon sérieuse, sincère, directe et concrète, de ce qu'ils vont faire pour nous aider à sortir du marasme dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors, certains observateurs craignent une dépendance d'Haïti vis-à-vis des forces internationales. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment concilier le besoin du rétablissement sécuritaire, parce que c'est un fait, nous en souffrons tous, avec, on va dire, la souveraineté nationale? Comment les concilier aujourd'hui? Bon, le problème, c'est que la crise haïtienne s'est internationalisée. Aujourd'hui, nous avons entendu Gutiérrez, le secrétaire général des Nations Unies, lister Haïti parmi les pays où il y a des graves crises qui secouent le monde. Ouais. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire qu'il y a deux façons de voir la question sécurité en Haïti. Une question pour nous garder question à court terme, qui ça pour nous faire pour nous rétablir la sécurité rapidement, pour nous aller dans l'élection. Aller dans l'élection signifie que le monde va voter, et les Haïtiens ne vont pas voter pour se faire massacrer, il faut qu'il y ait des conditions sécuritaires adéquates. Et pour cela, un accompagnement de la communauté internationale qui pourrait accompagner la police nationale et les forces armées dans sa mission de rétablir la sécurité ne peut être que la bienvenue à court terme. Cependant, à long terme, il faut que les Haïtiens connaissent que le problème pays d'Haïti, c'est nous-mêmes Haïtiens pour résoudre. Et ce que j'ai dit aussi à l'Assemblée nationale du Québec, c'est que le plan de l'OEA de 2,6 milliards de dollars pour la reconstruction d'Haïti, c'est très bien, nous apprécions, mais un plan pour la reconstruction d'Haïti doit d'abord être fait par les Haïtiens eux-mêmes, et préférablement par des Haïtiens qui soient élus d'élections libres, honnêtes et démocratiques. Et deuxièmement, 2,3 milliards de dollars, où allons-nous trouver cet argent? Aujourd'hui, la priorité est qu'au niveau de la communauté internationale, il faut qu'il y ait un travail diplomatique sérieux pour que le financement de la force qui va venir accompagner les forces de défense haïtiennes soit assuré et que la prochaine fois, nous ayons des résultats concrets et palpables. Alors, votre intervention remarquable à l'Assemblée nationale du Québec, lui parler de crise humanitaire, là, de crise sécuritaire, là, de situation économique. Là. Maintenant, au-delà du symbolisme, qui ça que nous sommes capables d'attendre comme retombée concrète pour Haïti également? Qui attendent qu'une gagne? Bon, et toujours dans une position difficile, lors des bonnes de monde. Si vous mettez tête dans ce que vous faire, vous avez plus d'assurance et vous arrivez plus vite que vous voulez aller. Mais si vous dépendez de monde pour arriver que vous voulez aller, c'est bon vouloir monde. C'est le seul bagage que nous sommes capables de faire. Et c'est ça moi-même moi fait. Et c'est pour ça que je me bâton pèlerin comme leader politique pour me répondre à l'invitation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est quand même plus de 80 parlements qui gagnent en commun la langue française. Et avec des parlementaires qui ont fait pression sur le gouvernement avec chefs d'État respectifs. Or, comme bataille, c'est une bataille diplomatique que liée au niveau des Nations Unies, moi-même, j'ai une responsabilité tout pour nous gagner en solidarité de tout pays. Ça. Et souveraineté, c'est une bataille à long terme. Parce que malheureusement, nous tellement bêtisés dans le pays d'Haïti, nous tellement pas prendre les politiques et les bonnes décisions pour notre pays. Et nous sommes face à une situation qui, malheureusement, est ce qu'elle est. C'est-à-dire un pays failli et dépendant. Donc, la grande responsabilité des Haïtiens, c'est que pour plus devant, nous ramasser caractère nous et puis que nous connaissons que c'est nous-mêmes qui pour gérer le pays, nous, battre nos sécurité et puis mettre le pays à nos niveaux, côté que petit, il n'a pas besoin de courir à quitter le pays, à vivre au Canada, à vivre de l'autre côté, pour mettre la main à la pâte pour nous reconstruire Haïti. Alors, on nous dit que, outre participation justement dans la 40e session Assemblée nationale Québec-Là, où tu es allé tout dans l'Université de Montréal, où rencontrer diaspora haïtienne qui a vécu l'autre bord, qui position yo par rapport avec la crise qu'a vivre en Haïti? Qui ça vous dit? Bon, j'ai deux activités, effectivement. J'ai une activité ça avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie dans Québec.
Et même tout profiter tout répondre à l'invitation et côté que moi été fait une causerie débat avec Martine Saint-Victor sur Haïti et dans l'université de Montréal. Ça a été très bien placé parce que tu as un pile étudiants étrangers, un pile étudiants haïtiens qui sont de tous côtés, mais tu as un pile compatriotes qui étaient venus tout. Ça là t'es fou, les m'a tout profiter remercier de présence. Et moi je trouvais que gain un pile l'amour pour Haïti. Je trouvais qu'il y a un peu d'intérêt pour Haïti, ou qu'on a toujours dit que diaspora haïtien au Canada. C'est vrai. Ils ont dit un peu distant. Oui, et je me ça. Moi, je suis très impliqué, très engagé, mais l'autre barre que moi tout. Moi, que non seulement je suis impliqué et engagé sur Haïti, mais moi, que dans la question politique locale dans le pays d'accueil. Et il y a le ministre santé, c'est Mme Marjorie Michel, il y a le député, et le député fédéral, et le député régional, il y a assistant municipal. Donc, je regarde, moi, que gagner ont tendance pour qu'un pile Canadien d'origine haïtienne a occupé des positions importantes au niveau politique et électif. Et nous avons souhaité que pendant qu'ils occupé fonction, ça, ils n'ont pas jamais oublié. Justement, côté sorti. Exactement, pour être capable d'aider nous en Haïti. Voilà donc ce qui referme cette interview. Merci infiniment à vous, monsieur le député. Merci beaucoup. Merci de votre fidélité à Metro News. L'homme d'affaires Dimitri Vorb a été interpellé aux États-Unis. Pour l'instant, on ignore le motif de cette arrestation. Rappelons cependant que Dimitri Vorb avait déjà été arrêté en 2020 pour séjour de plus de 6 mois aux États-Unis avec un simple visa de visiteur en violation des lois américaines sur l'immigration. Autre grand point de l'actualité, l'ancien directeur général de la télévision nationale d'Haïti, Gamal Augustin, a été transféré au parquet de Port-au-Prince ce mardi. Après son audition à l'unité de lutte contre la corruption, il est accusé de détournement de biens publics, abus de fonction, prise illégale d'intérêts et faux en écriture publique. Les faits qui lui sont reprochés concernant sa gestion à la tête de la TNH, selon les informations disponibles. Autre dossier à Metro News, la Fédération nationale des parents d'élèves haïtiens exprime ses préoccupations par rapport aux conditions dans lesquelles va se faire la réouverture des classes en octobre prochain. En conférence de presse ce mardi, les responsables de la structure ont mis l'accent sur la sécurité, les établissements scolaires qui servent d'abri aux personnes déplacées et surtout aux maigres moyens dont disposent les parents pour envoyer leurs enfants à l'école. Cependant, dans le jour qui était 7 août 2025, nous avons communiqué que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a mis dehors. Il a pris une décision pour fixer la date de rentrée à l'école pour mercredi 1er octobre 2025. De l'autre côté, le ministre Antoine Augustin a déclaré dans le micro la presse que la décision ça a été prise dans l'idée pour aider les parents qui ont des problèmes économiques. Joindre une possibilité pour préparer rentrer l'école là. N'a profité du ministre Augustin, il était mettre fixé rentrer l'école là pour 1er octobre 2026. Parents yo pas table chambre Paris parce que économique secteur informel là fin détruit et tout côté parents yo te kon et bousquer la vie yo, craser et puis bouler plat à terre. Ministère Affaires sociales et Ministère Éducation nationale année passée qui te bayo un petit bourrade dans le programme subvention scolaire. Eh bien année ça, gouvernement Didier Fizemea pas dit rien sur ça. Ça veut dire parents yo lagué des bras ballants. Des représentants syndicaux dénoncent le fait que le salaire minimum n'a pas été ajusté, contrairement aux recommandations du dernier rapport du Conseil supérieur des salaires. Les syndicalistes pointent du doigt la mauvaise foi des autorités qui refusent d'adopter les recommandations formulées par le CSS il y a plusieurs mois. En outre, les syndicalistes dénoncent le silence des dirigeants face à la loi Hope Help fin septembre qui menace leurs emplois, tandis que le gouvernement peine à proposer d'autres alternatives. Donc, nous chita avec les représentants CSS qui dans le secteur pas nous, travaillent, ils prennent doléance nous. Il y a les joindements CSS, mais ils produisent petit rapport crabe ça, petit salaire petit kilo ça, que nous-mêmes nous pas accepter non, c'est 2500 gouttes avec accompagnement social que nous demandons. Mais dans le mois de mai, ils ont fait DJ Ali Fizemé joindre
DJ Alik Fizeme prend le serré dans primatia, il va jamais présenter dans aucun conseil gouvernement ministre pour faire sortir ça un décret pour travailler un nouvel ajustement de salaire minimum. Donc ça veut dire gouvernement ça son gouvernement mauvaise foi, son gouvernement inconscient, nous pas dans affaire comme si là en ce maintenant là nous lancer mobilisation manche longue contre la primature avec CPT 25, 26, 27, 28, 29, 30 septembre, c'est sitting, n'a pas le faire devant primature. Sitting, il y a un autre bail là-dedans qui peut-être journaliste ou pas habitué là-dedans. Il y a un bail le faulting. Faulting, c'est coucher tout long à terre. Ça dit Alik Fizeme va le faire avec nous. Ça même CPT va le faire avec nous. Après ça, nous avons l'autre round, ça c'est chauffé Jean. Le premier de 3 octobre, c'est là que nous un gros bagage là, nous fait appel avec toute classe sociale, tout le monde qui est conscient de ça qui n'a passé là, des problèmes d'insécurité, des salaires crabes, tuberculose que le gouvernement ban nous. Et d'abord, DJ Alik Fizeme avec complicité même CPTE, il a offert salaire depuis l'année 2022. Pas aucun ajustement salarial qui baille. Donc c'est peut-être ça qui a révolté, nous très révolté. Et nous allons demander avec toute population, toute victime, rendez-vous cassé. Et dans toute journée sitting, ça que nous-mêmes, ensemble syndicats, nous refermons la page nationale de Metro News en santé pour parler du virus Oropouche. Le docteur Wilnick Pierre explique que cette maladie, dont la présence est désormais attestée dans plusieurs départements du pays, est apparentée à la dengue, au chikungunya et à la malaria, dont le moustique est le seul vecteur par sa piqûre. Invité à la rubrique Le Point ce mardi, le médecin a conseillé de tout faire pour éviter les proliférations de moustiques et pour se protéger contre cet insecte. Il ne faut pas hésiter à consulter un médecin. Toutefois, il y a des symptômes comme la fièvre, les maux de tête, les douleurs musculaires et articulaires, symptômes habituels de cette maladie, a insisté le docteur Wilnick Pierre. Population obligée toujours pour toute maladie de nous obliger à informer. Et c'est une bagaille que le ministre de la Santé publique toujours fait, informer la population de toute maladie qui est en circulation dans le pays. Son maladie vectorielle, l'un des maladies vectorielles, sont maladies qui transmettent même gens avec Jean-Saudili, avec Zika. Donc, c'est des arboviroses. Et l'un des arboviroses, pour les gens qui ne pas trop connaissent, c'est un ensemble de maladies qui sont causées par des vecteurs, par exemple moustiques, et qui transmettent de l'un à l'autre. Maladie les manifeste même gens avec chikungunya, et avec dengue, et surtout malaria qui est en pile dans le pays. Et nous connaissons maladie ça, yo en circulation dans le pays, et ils transmettent même gens. Donc, dans le cas ça, maladie agent est capable d'affecter un peu le monde. Mais nous avons besoin d'une information sur lui pour prendre qui précaution pour nous prendre. Et ça capable de permettre que nous empêcher un peu le problème, par exemple, d'absence, si tout l'école va l'ouvrir là, et si tout le monde qui va le travailler, tout, puisque chikungunya, l'LTV, nous connaissons affecté un peu le monde, et c'était vraiment un petit problème. Donc, nous te dit que maladie, ça, qui c'est virus à Opuchea, vraiment, c'est une maladie, c'est un arbovirus, même avec chikungunya, même avec dengue, même avec chikungunya, mais nous sommes capables de dire que dengue avec malaria, plus fragile toujours, plus fragile comparativement à maladie ça. Et Jean-Saudili, son maladie qui présentait en forme de grippe. Ça veut dire que pas même connaît que c'est grippe li gagne et c'est Oropouche li gagne. C'est quand on grippe, il est capable de manifester seulement en forme de syndrome et grippodok. Il est capable de douleur, tête fait mal, il est capable de douleur dans l'articulation, dans la muscle, corps rasé, et il vient avec fièvre. Donc, dans quelques temps, maladie ça, même après 5 jours, donc, la disparaît, même qu'on ait cité virus au pouche ou gagné. Cette édition de Metro News touche à sa fin. Avant de partir, le rappel des principaux titres. Arrestation ce mardi aux États-Unis de l'homme d'affaires Dimitri Vorb pour des motifs qui n'ont pas encore été élucidés. Le vice-président de la compagnie d'électricité Sogener est poursuivi en Haïti dans plusieurs dossiers, notamment pour des accusations de fraude et de blanchiment d'argent. Il avait déjà été appréhendé aux États-Unis en 2020.
Le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr, a rencontré le secrétaire général de l'OEA, Albert Hamdine. Ils ont fait le point sur la feuille de route de l'organisation hémisphérique pour Haïti et sur sa mise en œuvre, affirmant qu'une solution à la grave crise sécuritaire devait constituer la priorité absolue. Et puis alors que la situation sécuritaire demeure fragile en Haïti, des acteurs politiques voient de la participation du président Laurent Saint-Cyr à la 80e Assemblée générale de l'ONU une occasion de plaider en faveur du déploiement d'une nouvelle force de sécurité capable de contribuer à la pacification du pays à court terme. Toutefois, nombreux sont ceux qui estiment que la résolution durable de la crise haïtienne devra passer par une solution nationale. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt. Notre terre restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.